Question des hautes instructions, on en a tous entendu parler. Je vous avais dit, on n'est plus dans un état de droit, nous avons une illustration parfaite où vous avez des querelles de chiffonniers entre différents camps, et le tout alimenté par quoi? Et le tout alimenté par cette veine populiste, comment dire ça, qui anime aujourd'hui certains de nos concitoyens. Et à l'heure où je vous parle d'ailleurs, on est face à quelque chose qui est peut-être le début de l'insurrection. Hein, et ce n'est pas fait pour me déplaire, moi, parce que Ferdinand Ngongo, et Chantal Biya, tous ceux qui tournent là-bas autour, c'est Samuel Eto'o, qui se foutent sur la gueule, moi je dis c'est du pain béni pour les Camerounais, parce que ce n'est en aucun cas, je vous l'ai dit ici, ce n'est en aucun cas un problème qui concerne le peuple du Cameroun. Vous avez affaire à des copains qui sont en train de se foutre sur la gueule parce qu'ils sont déjà dans des stratégies de contrôle du pouvoir. Ils vont contrôler ce pouvoir du jour au lendemain, ils vont devenir des gens humains, ils vont devenir des gens altruistes, ils vont devenir des gens respectueux de leurs concitoyens. Non, c'est pour qu'il y ait la continuité. Sauf que là, on va vous foutre au pouvoir un petit jeune de 50 ans, ou je ne sais pas moi de combien, qui va avoir 40 ans. Donc on sera sur 40 ans de continuité. C'est ça qu'il ne faut pas qu'il y ait au Cameroun. Et pour ça, nous sommes prêts à tout pour que ça ne se passe jamais de cette manière. Ça, je vous fais ce serment, ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'il fera beau au Cameroun bientôt. Aura. Il fera beau au Cameroun bientôt. Aura. Donc, Jean-Marie dit, Satan n'est pas l'ami de quelqu'un. Un manipulateur, il te fait croire que tu es infaillible. Oui, effectivement. Oui, oui, Ngomi, donc je partage votre avis. Les élections avec ce système ne valent rien. Tout doit être mis à terre et on recommence, le pays est pourri. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut passer par une phase de rectification. Et la phase de rectification doit être très autoritaire. Il faut de l'autorité. On ne peut pas... Des gens qui sont habitués à des mauvais comportements, vous ne pourrez pas les changer en leur offrant des pétales d'orchidée. Ça ne se passe pas comme ça. Vous pensez qu'on peut redresser un fer tordu en venant juste lui appliquer les caresses. Oh, mon fer, je t'aime bien. Est-ce que tu peux redevenir droit? Ça ne se passe pas comme ça. Hein, il faut lui appliquer des violents coups de marteau pour qu'il redevienne droit. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui pour le Cameroun, c'est ça. Il faut une autorité forte. Et quand je vous parle des militaires tout le temps ici, et que j'en suis presque à la sublimation de cette solution, c'est parce que je sais que c'est la seule chose qu'il faut pour notre pays aujourd'hui. Il faut passer par ça. Des gars qui vont venir nous réapprendre c'est quoi un citoyen. Et puis quand le désordre va être réglé, l'ordre va revenir, en ce moment on va s'asseoir pour se dire, bon, maintenant on est dans le calme, on est un pays normal, où il y a ce qu'on appelle les droits, où il y a la loi, bon, comment on construit? Mais si on brûle cette étape-là, c'est-à-dire si on va aller directement à autre chose, vous verrez. On en reparlera dans 10-15 ans, on aura toujours les mêmes problèmes. Parce que vous pensez quoi? Des gens qui ont pris des mauvaises habitudes de management, vous pensez que du jour au lendemain, ils vont s'improviser bons gestionnaires, juste parce que Paul Biya n'est plus là, il a passé la main à quelqu'un d'autre? Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, tiens, on va reparler du vieux. Vous savez, aujourd'hui, on a le débat ministère des Sports, FECAFOOT, qui a pris une extension aujourd'hui, ça arrive au niveau du palais. Pour moi, il y a un responsable de ce qui se passe. Ce responsable n'est ni... Il y a un responsable et beaucoup de victimes. Alors pour moi, le responsable, c'est le président Biya. Moi, je pense qu'au lieu de continuer à être en retrait, il devrait prendre simplement sa retraite. Vous comprenez? Il faut qu'il prenne sa retraite. Parce que regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a signé un décret qui donne le pouvoir à un Camerounais de pouvoir décider ce qu'il fait venir à son niveau ou qu'il ne fait pas venir, et bref, de pouvoir prendre des décisions. Ce Camerounais s'appelle Ferdinand Ngongo. C'est une pourriture de la première espèce. Je ne vais pas vous refaire sa biographie ici. Ça fait partie des satanistes qui ont mis notre pays en coupe réglée, et donc il va falloir se débarrasser très très rapidement. Mais bon, toujours est-il qu'il n'a pas usurpé.
ce pouvoir. C'est bien quelqu'un qui lui a signé ce décret. Et cette personne s'appelle le président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, Ferdinand Ngongor, prend son stylo, écrit un document administratif, le signe, ce document administratif a une valeur. Donc là, en l'occurrence, il a fait dire au ministre des Sports par un décret, ou plutôt par des instructions, appelons ça comme ça, voilà, vous pouvez recruter tel staff et tout. Donc le ministre des Sports, on s'en fout de savoir ce qu'il y a entre eux ou pas, parce que vous savez, s'il faut commencer à regarder qui s'entend avec qui, on ne peut jamais construire de gouvernement. Donc les affaires personnelles des gens et tout, qui couche avec qui, ça ne nous intéresse pas dans le cadre de la République. Donc ici, ce document, il le remet au ministre des Sports qui essaie de le faire appliquer. Il se heurte à une obstruction. Et moi, depuis le départ, je le savais. Quand on était petit, on était dans les quartiers, vous aviez un enfant qui vient, qui vous provoque. Et puis quand il vous provoque, vous dites, mais lui, il tire sa force d'où pour venir s'attaquer frontalement à moi. Quand vous fouillez bien, vous grattez, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui l'envoie vous provoquer. Et cette personne attend juste votre réaction pour sortir du bois. Eh bien, on est exactement dans le même schéma. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Nous sommes en République, nous sommes dans un État qui est organisé. Une association qui gère le football du Cameroun n'est qu'une association. Ça veut dire quoi? Elle a besoin d'avoir un agrément pour pouvoir exercer. Et la personne qui lui signe cet agrément sera toujours au-dessus d'elle. Parce que cette personne a la capacité, donc quand je dis la personne, donc l'institution qui lui signe ce document, a la capacité à tout moment de dire, bon non, on vous a donné tel pouvoir, on vous le retire. Donc celui qui peut vous retirer un pouvoir sera toujours au-dessus de vous. Ça, c'est le premier truc. Donc, il y a des instructions qui sont répercutées au niveau de l'association et l'association décide de ne pas se plier à ces instructions. Quelles sont les raisons? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Nous savons qu'on est en plein dans un problème politique, qui est un affrontement de plusieurs camps, mais en réalité, c'est des doigts d'un même régime de Plantin. C'est ça la vérité, en fait. C'est pas des inconnus qui sont en train de se foutre sur la gueule. Hein. C'est pas des inconnus qui se foutent sur la gueule, c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens de la même famille, mais qui ont décidé de prendre en réalité le Cameroun en otage. Quoi. Ils ont décidé de privatiser le Cameroun, c'est leur affaire. Parce que quand vous pensez que rien que l'idée de se dire que Madame Billard, elle s'est assise, et puis elle a imaginé un instant qu'après son mari, ça pourrait être quelqu'un qu'elle contrôle. Mais je dis, on est en plein délire là. On est en plein délire. D'accord? Parce que le Cameroun, si Aïdjo avait été habité par les mêmes idées, comment est-ce que le président Biya serait arrivé au pouvoir? Hein? Aïdjo, s'il avait de la famille, il avait des gens au nord. Le nord, c'est la région, le Grand Nord, c'est la zone géographique la plus peuplée du Cameroun. Mais il a laissé tous ces gens-là, il avait voulu prendre quelqu'un qui n'avait rien à voir avec lui. Alors pourquoi se fait-il que nous, aujourd'hui, qui avons le pouvoir au niveau du Sud, qu'on n'envisage pas la suite sans nous? Est-ce que le Cameroun est notre propriété à nous seuls? Mais pas du tout. Le Cameroun est la propriété des Camerounais. Hein, et chaque Camerounais a vocation à pouvoir diriger ce pays, on s'en fout de sa tribu, de sa ethnie. Alors, donc, rien que le fait que Madame Biya se soit assise et qu'elle ait imaginé un instant qu'elle a un rôle qu'elle peut jouer dans la suite, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas lâcher le pouvoir, ça déjà c'est un problème. Et le problème que ça pose, ben, c'est celui que je viens de vous dire. Maintenant, sur ces papiers qui sont signés aux gens. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? En aucun cas, le papier de Ferdinand, vous savez quelle relation nous avons, donc je ne serai jamais un de ses soutiens, en aucun cas son papier peut être considéré comme pas légitime. Le papier est légitime, il a signé. Et donc, normalement, c'est lui qui doit faire foi, le papier que signe Ferdinand. La preuve, que produit le camp antagoniste d'en face? Le camp antagoniste d'en face n'a produit aucun document administratif. On est sur des déclarations verbales. On a dit que et tout, mais vous n'avez personne qui endosse. Et pourtant, le camp d'en face est quand même représenté par d'autres enfants de la maison et qui sont aussi en haut lieu. Mais pourquoi ne prennent-ils pas sur eux d'assumer? Donc on est en plein désordre. Et un désordre qui est instrumentalisé au plus haut niveau par le président de la République. Pour moi, c'est lui le responsable. Vous voyez, on aurait pu avoir des morts à la FECAFOOT l'autre jour suite à cette altercation, parce que pour moi, le professeur Cyril Tolo
représentant de l'État ne mérite pas d'avoir le traitement qu'il a eu là-bas. C'est tout le Cameroun qui a été insulté. Qu'on dise à un représentant de l'État, mettez-vous dehors. Pour moi, Samuel Eto'o a été élu à la FECAFOOT pour mener une mission. Lui non plus. Il n'avait pas à avoir l'humiliation parce que pour moi, ils ont tous été humiliés, ces gens-là. Il ne faut pas juste voir le truc de tel. Parce que Samuel Eto'o, il a une image à l'international. Cette image à l'international, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle vaut, à mon sens, beaucoup. Alors qu'ils se mettent en spectacle comme ça écorne son image. Et pourquoi ça écorne son image? Mais ça écorne son image parce qu'on est dans une république qui refuse de marcher normalement. Donc, il méritait, lui, non plus, d'avoir cette humiliation, parce que pour moi, il a été autant humilié que le bonhomme. Ce pauvre coach qui est parti de sa Belgique natale dans l'idée de venir faire rayonner notre pays, d'essayer de le faire rayonner, vous pensez que c'était glorieux pour lui que les premières images que sa famille reçoive en Belgique de son séjour au Cameroun, c'est lui en train de se faire gronder comme un petit gamin? À Mondovision? Non. Vous pensez que c'est glorieux qu'on ait des gens comme François Omambiik, avec tout ce qu'ils ont apporté dans notre pays aujourd'hui, qui soit l'objet, la risée de tout le monde? Vous pensez que des Alioum Boukar, je me rappelle de ce portier, des services que ces gens ont rendus à notre pays. Vous pensez que c'est glorieux, même pour le Cameroun, qu'il soit traité de cette manière? Non. Vous pensez que Benjamin Banlock, qui est réputé, moi je ne le connais pas, mais qui est réputé d'être parmi les meilleurs administrateurs de la chose sportive, reconnu par la FIFA, vous pensez que c'est glorieux pour le Cameroun que les choses se passent comme elles sont en train de se passer? Ce n'est pas glorieux pour le Cameroun. Donc dans cette affaire, tous ces gens que je viens de vous citer, j'allais oublier le ministre lui-même, un professeur de droit émérite, reconnu, respecté, ailleurs, qui vient là et qui subit quoi? Des enfantillages. Parce qu'on lui signe un papier, il répercute ce que le papier lui a été signé, et puis on lui oppose autre chose et tout. Derrière, il est ridicule. Donc, tous ces gens-là, pour moi, sont des victimes d'une personne, sont les victimes du président Biya. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Hein? On a vu que c'est le lendemain du jour où il a failli avoir bagarre, que subitement on a eu un état, quoi. On a appelé les. Donc, depuis que cette affaire a commencé, il y a 2 mois bientôt, la présidence ne voyait pas ce qui se passe. Hein, s'il y avait des instructions qui ont été mal interprétées. Donc depuis 2 mois là, ils ne se sont pas rendus compte que non, il y a une querelle qui est naissante là, il faut qu'on... Bon, on a peut-être le ministre, ce qu'on lui a dit, ce n'est pas ce qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est ça, mais supposons, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et donc, comme ce n'est pas ce qu'il a fait, il faut qu'on l'appelle rapidement pour corriger ou compléter les instructions qu'on lui a données. Non, on n'a pas fait ça. Donc pendant 2 mois, pourquoi? Parce que c'est ça le modèle de gouvernance du Cameroun. La gouvernance par la diversion. Comme on n'a rien à proposer aux Camerounais, comme on ne peut pas régler leurs problèmes d'électricité, d'eau, il faut leur foutre du divertissement. Donc, Samuel Eto'o et Kombi Mwele qui sont en train de se bagarrer, ça c'est du bon spectacle. Entretenez même ça le maximum possible. Et je peux vous dire que si cette affaire n'avait pas touché un expatrié, c'est-à-dire que si à Mondovision, on n'avait pas vu un Camerounais grondant un étranger, je peux vous dire que peut-être à l'heure même qu'il est là aujourd'hui, il n'y aurait pas de réaction. Il n'y aurait pas de réaction. Pourquoi? Parce que ça arrange le système. La semaine dernière, on a fait la gouvernance par la diversion. Ça arrange le système. Ils gagnent du temps, comme ça. Si ça ne les arrangeait pas depuis au moins 2 mois aujourd'hui, ce problème aurait été réglé. Dès qu'il s'est posé le problème que non, bon, les instructions sont contestées et tout. Bon, monsieur le président, c'est vraiment ce que vous avez dit ou pas? On l'aurait appelé rapidement, ce ministre, pour lui dire, ben non, c'est pas ce qu'on a dit, voilà, que c'est le schéma qui doit être fait, faites-le. Mais ils n'ont rien fait. Donc ils ont attendu qu'il y aurait pu avoir des morts là-bas ce jour. Hein? Nous avons une icône footballistique dont on peut tirer des dividendes sur l'image. Elle serait tombée là ce jour, elle meurt, et puis c'est après que, mais ça, après la mort, on vient de manière hypocrite essayer de donner l'impression qu'on est des pacificateurs, mais on est face à Dieu. C'est comme s'ils avaient une inclinaison naturelle à la cruauté, ces gens. Donc moi je trouve que on est dans quelque chose de pas normal. Gominon nous dit qu'un roi ne prend pas de retraite, il est là ad vitam aeternam. Pendant ce temps, il se réjouit de voir ses rois télés se battre. Tout à fait vrai. On est exactement dans ce cas. Parce que si ce n'était pas ça l'approche, c'est-à-dire que si ceux qui sont en train de gouverner aujourd'hui
n'était pas dans l'idée d'un royaume. Vous pensez que Madame Biya aurait même dans ses rêves les plus fous, c'est en train de penser que ouais, on va rester là? Mais on est dans quoi là, en réalité? Quel mérite ils ont plus que d'autres Camerounais pour... ce n'est même pas un Joya. Ça aurait été un Joya, on aurait dit, ok, c'est une famille royale, ils ont 700 ans de dynastie, c'est le deuxième royaume le plus ancien d'Afrique après le royaume chérifien, donc le Maroc. Donc voilà, qu'ils aient ces velléités, ça se comprend. Mais le président Biya, il ne faut pas le perdre de vue. C'est un fils de catéchiste, c'est-à-dire qu'il ne sort pas d'une famille royale pour qu'on soit dans la dérive royale que nous sommes en train d'observer là. Aujourd'hui, où on vous donne un mandat pour diriger un pays. Quand on vous donne un mandat pour diriger un pays, soit vous le dirigez, soit vous ne pouvez pas le diriger. Mais je dis, déjà, on est dans l'illégalité sur toute la ligne. Ngongo n'a pas à avoir une délégation de pouvoir, parce que si le président est inapte à gouverner, il y a des mécanismes qui sont prévus par notre Constitution. Ces mécanismes parlent du président du Sénat et puis de toute la suite, jusqu'à épuisement. Donc, c'est pas. Donc, on est dans quelque chose qui est fou, en fait. On est dans quelque chose qui est fou. Donc, pour moi, ma vision, pour résumer, ma vision des choses, c'est que, bon, pour parler même dans le fond de cette affaire, et tout, si nous sommes aux affaires un jour, je ne pense pas que, à partir du moment où l'État transfère une partie de sa souveraineté à un organisme, une association, oui, puisque les associations comme la FECAFOOT sont des associations qui sont dans des domaines d'activité qui engagent l'image de marque d'un pays. Et donc, ils ne peuvent pas fonctionner en totale autonomie du pays, c'est impossible. Parce que quand il se passe quelque chose à l'étranger, que les Lions indomptables sont en train de jouer, on ne dit pas la FECAFOOT, on dit le Cameroun. On parle du mot Cameroun. Donc, à partir du moment où il y a un transfert d'une part de sa souveraineté à des organismes, pour moi, il doit y avoir des mécanismes pour qu'il y ait toujours une préance de l'État dedans. On s'en fout des histoires que la FIFA raconte. Ils ont des tests. Certes, il faut respecter ces tests, mais nous aussi, on a des gens qui sont des as du droit qui doivent avoir la capacité de s'asseoir pour dire, bon, cet organisme va nous représenter, va représenter le Cameroun, c'est bien. Comment on se met en conformité avec les tests que la FIFA va... Bon, on va se mettre en conformité en disant, bon, peut-être dans le conseil d'administration, je ne sais pas moi quoi, de la FECAFOOT, il y aura toujours quelqu'un du gouvernement qui est là pour vérifier, pour veiller aux intérêts du truc du pays. Parce que quand ça se gâte, que ça ne marche pas, qui prend? C'est le Cameroun qui prend. On n'est plus au niveau des associations et machin. Pourquoi affecte-t-on à la protection des gens qui jouent dans ces équipes nationales tout notre dispositif sécuritaire, services secrets, la police nationale et tout? Pourquoi on affecte? Parce qu'on est dans des domaines qui touchent à la souveraineté de notre État. Donc moi, je pense que pour l'avenir, ce qu'il faut faire, c'est que on ne puisse pas transférer une part de la souveraineté de notre pays à des organisations censées représenter le Cameroun sans qu'il y ait un lien direct, soit de subordination, soit en tout cas qu'il y ait une forte préance de l'État. Ça règle le problème de oui, on est indépendant ou on n'est pas du tout indépendant. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, dans le flou actuel, je peux comprendre que de part et d'autre, des égaux, même si nous avons d'autres versions aujourd'hui, nous savons ce qu'il y a derrière. Ces maisons-là sont prises en otage pour régler en fait un problème politique. Les gars, ils sont déjà dans 2025. Ah oui, ils sont dans 2025, c'est les camps qui s'opposent. Et puis, vous apprendrez les prochains jours ce qui va se passer. Je crois qu'on est en train d'aller à l'épilogue de quelque chose que je vous annonce depuis 3 mois. Ces gars-là, ils ne peuvent plus continuer à être là. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Mais je reviendrai sur ça une autre fois. Alors, Martial Makiek dit, désolé Palmer, je suis arrivé en retard dans le direct, mille excuses, il n'y a pas de quoi, vous êtes le bienvenu. Il y a Madame Mindan qui dit, Ngomindan qui dit, ils ont voté collectivement les jeunes, pas les brasseries en tête. Ouais, bien sûr, je vous ai parlé ici dernièrement du mauvais rôle des brasseries, c'est pas que les brasseries. Hein. L'eau que les gens boivent au Cameroun, si on leur disait ce qui se passe avec ces eaux. Oh, oh là là. Donc, voilà, essayez, Armel dit, n'oubliez pas d'envoyer des likes et des cœurs pour sécuriser le live. Voilà.
Essayez de le faire, s'il vous plaît. Moi, je suis pas vous avez constaté, je suis pas très fort dans Internet, je sais pas comment ça marche. Donc, essayez de le faire. Nous envoyer des likes et des cœurs pour qu'on voilà, qu'on ait nos trucs sécurisés. Donc, il y a Julienne Derel qui dit pourquoi on ne fait pas comme ceux du Mali, Burkina et Niger. On fait. Personne n'est courageux au pays. Alors, oui, Julien, je suis d'accord avec vous. C'est ce que, personnellement, j'essaie de prêcher ici depuis un certain temps. Encore que des pays que vous venez de citer, ces trois pays de l'AES, sont des pays qui ont des problèmes de sécurité alimentaire. Au Cameroun, tout le monde a accès à la nourriture, tout le monde peut manger. C'est dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il ne peut pas se poser un problème de dire que non, bon, on a faim, on n'a pas mangé, et donc au titre qu'on n'a pas mangé, on n'a pas l'énergie pour alimenter une révolte. Il faut. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est quoi? C'est que le Camerounais pêche par son excès de couardise, son excès de traîtrise. La définition que moi j'ai du mot camerounais, être camerounais, c'est ne pas avoir de conviction. Voilà, les gens n'ont pas de conviction chez nous. Vous allez voir que quand il faut se mobiliser pour faire des choses ensemble, ben, vous avez des gens qui ont dit non, 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 moi, vraiment, vos affaires, là, je ne veux pas être dedans. Et puis, les mêmes qui vous disent ils ne veulent pas être dedans, si vous vous mobilisez pour commencer à faire des choses, ils vont venir vous attaquer. Donc, ils vont trouver de l'énergie pour vous dénoncer, vous qui essayez de dénoncer les choses pour qu'elles aillent mieux, mais ils n'ont pas d'énergie pour se mobiliser, pour faire avancer les causes de manière générale. Donc ça, c'est un problème qui est camerounais, et je trouve que c'est dommage. Donc nous, en clair, là, qu'est-ce qu'on a? En clair, on a que derrière cette histoire de la FECAFOOT, en réalité, c'est quoi? C'est l'opposition des enfants d'une même maison qui ont commencé, eux, leur bataille pour 2025. C'est la bataille de 2025 qui commence. Vous verrez qu'il y aura bientôt, ça va bouger, là. Euh, et c'est en- cette bataille, c'est pas du tout une bataille du peuple. Vraiment que personne ne vienne vous dire ça. Arrêtons, on peut aimer les gens, tout ce que vous voulez, mais il faut à un moment donné quand même s'aimer nous-mêmes, un tout petit peu. C'est pas une bataille. Quel peuple? Vous avez entendu le mot peuple camerounais dedans? D'abord, ça nous apporte quoi le football au Cameroun? Moi, je vois pas ce que ça nous apporte le football. C'est un divertissement dans un pays où on n'a pas assez travaillé, on n'a pas assez produit les richesses. Donc, il faut que les gens, qu'on ait travaillé, qu'on produise de la richesse pour s'offrir les divertissements à la fin. Combien de Camerounais ont la capacité de payer les billets pour aller voir des matchs au stade? Pas de pouvoir d'achat. Eh bien, il n'y a pas de pouvoir d'achat parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc tout ça est corrélé. Pour qu'il y ait un pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait de l'activité. Et puis voilà. Donc pour moi, vraiment, il faut qu'on réhiérarchise les choses. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. C'est quoi la priorité là aujourd'hui? Il faut un ordre de priorité. La priorité, c'est organiser des matchs de foot où la plupart du temps on dépense même plus d'argent que ce qu'on va gagner, ou se battre pour offrir à chaque jeune Camerounais la possibilité d'être formé, la possibilité d'avoir un emploi, la possibilité de pouvoir se soigner quand il est malade. Donc on est sûr qu'on a un peuple en santé, la possibilité de s'épanouir, définir un nouvel univers de projection du bonheur, du bien-être, du bien-vivre pour tout le monde. Pour moi, c'est ça la priorité. Donc tout ce que ces gens-là font là, vraiment, je vous le dis, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne pas le peuple camerounais. Les gens sont dans leur petite guéguerre. J'ai entendu quelqu'un dire ici, oui, non, c'est que si je vous disais, il y a un footballeur qui avait été en bisbille avec un premier ministre camerounais il y a quelques années à rebours, et qui ne s'est pas pointé en rendez-vous qu'ils avaient pris ensemble. Je crois que c'était Samuel Eto'o. Il n'est pas venu chercher le drapeau du Cameroun pour une compétition camerounaise qui avait lieu à l'étranger. Si je vous dis, au moment où il était attendu par le Premier ministre au stade à Yaoundé, si je vous dis où il était, ben, je crois que vous mettrez la main sur les têtes. Il était assis avec Ferdinand Ngongo dans son salon à Niom, dans sa maison de Niom. Je suis là, moi je fais jamais une déclaration à la porte-place. Si ce que je vous dis n'est pas vrai, qu'il porte plainte. Donc, pendant qu'il est attendu par le Premier ministre, il est assis. Ça veut dire que vous avez cette personne aujourd'hui. Moi, je vous dis tout le temps, c'est Luther King qui disait une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Donc, aujourd'hui, Ferdinand Gongo est victime de quoi?
il est victime d'une humiliation, qui est celle qu'il donne des instructions et sont bafoués, querelle de trucs. Mais lui-même, à l'époque, il le faisait. Est-ce que ce jour, quand il était assis avec Samuel Eto'o dans son salon à Niom, il ignorait que ce dernier était attendu au stade d'Omnisport pour prendre le drapeau? Il n'ignorait pas ça. Combien de Camerounais savent ça? Très peu. Donc, c'est des gens de la même famille qui sont sur d'autres préoccupations qui n'ont rien à voir avec l'avenir de notre pays. Mais vraiment, aucun Camerounais ne doit dépenser un seul gramme d'énergie dans ces bagarres-là parce que ça ne nous apporte à rien. C'est des copains, quand ils vont s'arranger demain, quand ils sont assis dans les salons à causer, ils ne parlent pas de l'avenir du Cameroun. Ils ne parlent pas de trouver des débouchés. Non, ils parlent de business, les gars. Hein? Comment on te met à la FECA foot là-bas? Bon, comme il y a une manne là-bas, tu vas prendre le truc, donc on va faire du lobbying derrière, même s'il faut qu'on finance pour payer tout le monde pour que tu prennes le truc, donc on te met là-bas, et puis voilà, nous on va faire des affaires, s'il faut même faire du blanchiment d'argent, et tout derrière, à travers ce truc-là, il y a des voyages qui se font. C'est des deals, les gars. C'est que des deals. Il n'y a pas quelque chose qui concerne le commun des mortels. L'affaire, c'est pas l'histoire des Camerounais. Les gars s'en foutent éperdument. Donc, arrêtons de perdre du temps. Aujourd'hui, la question de la pérennité du président Biya au pouvoir doit se poser parce que j'ai complètement oublié de vous dire. Le scénario qui est en place là, qui se prépare, c'est que le président Biya va se représenter en 2025. C'est-à-dire que bon, ok, nous avons percé un peu leur comploto et donc du coup, il y a une déstabilisation de ce qui était prévu de faire. Donc là, il va se représenter en 2025. Pour faire quoi? Ben, pour faire ce qui s'est passé pendant les 7 ans, quoi. C'est-à-dire quoi? Il se représente, il repasse, et puis gouvernance automatique, quoi. Puis un pilotage automatique. C'est ce qui est prévu de se faire. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, notre armée du Cameroun est de faire allégeance qu'à une seule personne, à lui, parce que vous savez devant quel risque nous sommes passés. Nous sommes passés devant le risque qu'aujourd'hui, on a un axe. Ferdinand Ngongo, le ministre, il y a quelqu'un qui appelle. Bon, allez, on va continuer tout à l'heure, on prend la personne d'abord. Allô, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends. Bonjour, Monsieur Palmer. Bon, vous appelez d'où et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Partagez avec nous, on vous écoute. Alors, c'est Jean-Marie du Luxembourg. Mhm, Et là, je suis en train de vous écouter. En fait, c'est juste pour une observation. Et vous me direz ce que vous en pensez. mhm, Alors, au fait, j'ai regardé la structure sociale du Cameroun et je l'ai classée en 3 niveaux. Je veux dire, étoudis, ceux qui sont dans la population, donc la classe moyenne entre parenthèses, et la pulasse. mhm, Et parlant de changement, j'observe et je constate que les des Camerounais, prenons défini, c'est-à-dire au moins les 8, voire les 9 sur 10, ils ne veulent pas le changement. Ils veulent manger parce que le changement veut dire que votre système de vie bâti, on va dire, depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, il est du chacun pour soi. Donc, les gens ne veulent pas perdre leur statut, la façon dont ils ont bâti leur vie. mhm. Ils veulent juste manger afin de nourrir ce qu'ils ont eu à cultiver. Parce que le changement veut dire reconstituer, redétruire, remettre en place de façon étatique pour faire signifier vraiment ce qui veut dire un État. Parce que selon Larousse, la définition est bien claire. Donc, ces Camerounais, qui sont malheureusement en majorité, ne veulent pas le changement. Ils veulent juste manger et rester tranquille. C'est comme vous le dites. Donc, D'accord. s'il y a des occasions pour récupérer quelques centaines de milliers de francs CFA, ben, les personnes, ils vont tendre la main et ils vont dire, OK, c'est bon, ça va. Ça leur calme, sans se préoccuper
des conditions fondamentales du pays même. Et c'est là le gros problème, parce que on a des gens en fait qui ne veulent pas le changement. Mhm. Parce que le changement veut dire qu'il va falloir taper fort. Et c'est sans pitié. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Jean-Marie, et je vous libère, comme ça on poursuit l'échange Oui, oui. ouais, de l'autre côté. Merci beaucoup, merci pour la contribution, Jean-Marie. Euh, donc voilà, Jean-Marie pose une vraie problématique, mais est-ce qu'on peut dire clairement que les Camerounais ne veulent pas le changement? Les Camerounais veulent que les choses changent, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix sacrificiel pour que les choses changent. Ils pensent qu'on peut faire des omelettes sans casser les œufs, ce qui est complètement impossible. Regardez tous les autres peuples où il y a eu du bouleversement dans leur vie. C'est parce que les gens, à un moment donné, ont pris leurs responsabilités. Les gens ont pris leurs responsabilités. Nous, on est heureux de vivre dans des pays qui sont développés, des pays où il y a tout. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que les parents, les arrières, les ancêtres de ces gens se sont sacrifiés. Ils ont parfois payé le prix fort, ils ont parfois travaillé sans perspective de pouvoir faire un gain. Mais en se disant, on a un idéal, les générations d'après, si elles peuvent en profiter, ce serait bien. Et le vrai patriotisme, c'est de pouvoir travailler pour son pays, même pour rien. Vous le voyez en Chine. Donc la problématique qu'il y a chez nous, c'est que tous les Camerounais veulent que le Cameroun change, mais d'un, il n'y a aucun Camerounais qui veut changer lui-même d'abord, et de deux, il n'y a aucun Camerounais qui veut payer le prix. Il y a un prix pour toute chose. Je vous ai dit que ça ne se passera pas comme vous pensez là, que vous êtes assis, vous allez dire aux gens, bon voilà, renoncez à vos privilèges, ne prenez plus les jets privés, n'ayez plus d'argent stocké dans les... Mais qui va vous accepter ça? Il faut contraindre les gens dans ces situations. La personne qui vous parle a vécu d'autres expériences dans d'autres pays. J'ai vu les pays changer, j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai vu Blaise Compaoré perdre le pouvoir au Burkina Faso, j'ai vu Kadhafi ne plus être là, et donc des exemples font les gens. J'ai vu le président Ouad ne plus être président au Sénégal. Hein. Donc ça part toujours de quoi? Ça part d'une volonté d'un peuple de dire non, on ne veut pas telle chose et il faut qu'on soit prêt à payer le prix pour ça. Regardez même le Sénégal qui est défini comme étant une démocratie. Je vous ai expliqué ici déjà sur la question. Ils sont arrivés au changement comment? Par une insurrection populaire, mobilisation du peuple. Si le Sénégal ne s'était pas mobilisé, eh bien, Sonko et Diomaye seraient toujours à leur destin connu d'avant. Voilà. Alors, il y a qui? Euh, il y a Armel qui dit quoi? Et le grand D'Angelo qui dit l'hypnose collective du pur satanisme. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Gominant qui renchérit et dit c'est la guerre des roitelets qui mangent au moins 3 fois par jour et vont se soigner en Occident, pendant ce temps, le peuple qui est privé de tout veut se déchirer pour cela. Quel gâchis. Ben oui, c'est vrai ce que vous dites, madame. Mais vous savez, il y a quoi? Il y a quelques minutes là, avant que ne commence cette communication avec vous, vous avez appris ce qui a failli se passer au Hilton. Hein, des gens qui ont laissé femmes et enfants à la maison pour aller se foutre sur la gueule pour un truc en réalité qui ne les concerne pas. En quoi ce qui va se passer à la FECAFOOT va impacter sur la vie d'un Camerounais? Moi, je pose la question. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que nous aimons tous le sport, c'est une belle chose, mais là-bas, si tout à l'heure, il y avait des gens qui mouraient là, au Eton, on a dit qu'ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pour des gens qui n'en ont rien à foutre de leur gueule au quotidien. Mais je comprends pas. Je sais pas, peut-être c'est moi qui suis largué, qui ne sais pas de quoi il s'agit, mais je trouve que euh, c'est un peu bizarre la manière dont les choses se passent. Alors il y a Kléber Jahan qui dit de quelle majorité parle ce Jean-Marie? Si les besoins de la majorité étaient satisfaits, on parlerait de la démocratie et on n'en serait pas là à pinailler sur le mal du pays. Mais je suis d'accord, je partage cet avis. Non, 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 non. Les gens ne sont pas bien au Cameroun. Moi, je vous le dis. Je viens de passer une année là-bas, j'ai vu comment ça fonctionnait. Il y a trop de misère, il y a trop de misère. Vous savez qu'il y a des gens, j'ai vu des gens à Douala, des mototaxis, qui n'ont pas de maison. Leur maison, c'est leur moto. Quand ils ont fini de travailler, après toute une nuit de tracasseries sur ces routes merdiques,
et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils se garent dans des stations d'essence et puis ils se couchent sur leur moto. Ils passent la nuit là et le matin, rebelote, ils recommencent à travailler. Vous pensez que ce que je viens de vous décrire là fait de ces gens-là des gens épanouis? Ils n'ont pas de maison. C'est-à-dire que parfois, ils n'ont même pas la capacité de prendre des douches. Donc, ils dorment, ils ont fini de travailler, ils dorment dans les stations d'essence sur leur moto, vous voyez. Donc, même dans le sommeil numéro d'équilibriste. Parce qu'il ne faut pas dormir très profond. Si vous dormez très profond, vous oubliez, pim, vous tombez avec votre moto. Et ce n'est pas une personne, on n'est pas sur un phénomène isolé. On est sur un phénomène quasiment général. Donc, on a beaucoup de travailleurs pauvres au Cameroun. Quand je vous parlais ici de 3% de la population qui a un salaire, mais quand je vous dis 3% de la population a un salaire, il faut compter qu'au moins 80% de cette population, de ces 3%, sont des travailleurs pauvres. Quand vous dites salaire, mais c'est des petits salaires, ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Hein. Vous touchez 60 000, on vous dit que la moindre chambre, aujourd'hui, si vous voulez la trouver dans un quartier décent, c'est peut-être 60 000. Vous faites quoi? Vous êtes obligé d'imaginer les tours de passe-passe. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes quelque part, vous allez commencer à demander des bacs chiches pour rendre des services pour lesquels vous êtes payé. Vous voyez un peu, quoi. C'est pour ça que je vous disais que, en réalité, le problème du Cameroun aujourd'hui est un problème systémique. C'est-à-dire qu'il faut même être capable d'arrêter d'envoyer des gens en prison. Parce que toutes les conditionnalités sont là pour qu'on soit toujours en état corrompu. Qu'on soit en état où il y a du vol, qu'on soit en état où il y a de la violence verbale, la violence psychologique. Les gens vivent comment dans ces cas-là? Ils ne peuvent pas vivre. Quand je vous parle des états généraux du Cameroun, c'est tous ces problèmes qui doivent être posés sur la table. Parce qu'après les programmes d'ajustement structurel, ils ont ramené les déréglementations. Donc, ils ont demandé aux États de se désengager de tout ce qui est contrôle de prix. Ça fait quoi? Économie de marché, chacun vient, il dit son prix et tout. Et comme l'État n'est plus là pour veiller, à l'époque, moi je me rappelle quand on était gamin, il y avait des contrôleurs de prix qui passaient pour vérifier les prix. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc chacun donne son prix. Bon, maintenant, vous avez un État qui n'a pas la capacité de garantir un certain seuil de rémunération à ses ouailles. C'est-à-dire quoi? Chacun fixe son prix et à chacun de se débrouiller comme il peut. Non, on peut pas s'en sortir de cette manière. Il faut vraiment réorganiser toute la structure sociale du Cameroun. Sinon, il n'y aura jamais de fin à la corruption. Et le vol ne finira pas parce que rien n'est fait pour aligner les intérêts de telle sorte qu'on se dise, bon, on veut un État vertueux, on a réuni toutes les conditionnalités pour avoir cet État vertueux. Vous êtes demandé quoi? Vous êtes demandé à des gens qui ne sont pas sûrs de faire manger leurs enfants à la maison, de ne pas chercher à gratter un billet de 2 000 à 3 000 au poste qu'ils ont. Mais pendant qu'ils cherchent à gratter ce billet de 2 000 à 3 000, s'ils sont face à des investisseurs qui sont venus de l'étranger et qui se heurtent à cette petite corruption, ces derniers vont partir dire que l'environnement des affaires n'est pas sécurisé. Vous voyez ce qui se passe au niveau de notre justice aujourd'hui, où n'importe qui va, parce qu'il a un peu d'argent, il vous fait enfermer du jour au lendemain. Vous pouvez passer 6 mois, un an dans une prison, personne ne viendra vous sortir de là. Et donc, un investisseur, moi par exemple, je vais raconter mon cas. Je me suis fait taper 568 000 euros par un bonhomme qui, du jour au lendemain, il a créé un stratagème, me mettre mal à l'aise, créer une fausse histoire sur moi pour que je sois interpellé. Et donc, dans cette peur de reprendre mon avion, partir, vous imaginez les nombres de gens qui sont partis au Cameroun, qui ont été victimes de ce type d'abus. Mais quand ils repartent là où ils sont, qu'est-ce qui se passe? Quand ils repartent là où ils vivent, ils font ce qu'on appelle un mauvais retour d'expérience. Dès qu'ils entendent parler du Cameroun, ils disent jamais, surtout pas le Cameroun. Et comment on va donc s'en sortir? Notre place n'est pas attractive. Pourquoi? Parce qu'elle est minée par un tas de petits mots endémiques. Et ces mots endémiques, on ne peut les régler qu'en s'asseyant autour d'une table pour dire il faut réinventer un Cameroun nouveau avec des Camerounais nouveaux. Et ça, comme je vous ai dit, ça passe par de l'autorité. Vous n'allez pas demander ça aux gens avec la démocratie en leur disant ouais, vraiment, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir pour se parler? Mais qui va vous écouter? Les gens sont malades, on souffre. Notre pays, c'est un vaste asile psychiatrique. Hein. Ne voyez pas les gens bien habillés. Il y a beaucoup de folie douce dans nos pays. Là. Vous êtes avec des gens du jour au lendemain, quelqu'un change de visage, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous veut. Hein? Bientôt, vous apprendrez que
Vous dormez avec votre femme, peut-être la femme, elle se réveille la nuit, elle trouve son mari penché sur elle avec un gros couteau de cuisine, là. Genre, crève salope. Mais c'est ta femme, là, mon gars. Oui, on est arrivé à ce niveau-là. Alors, il y a Armel Prosperity qui dit: tout changement nécessite des sacrifices, de la détermination. Impossible de faire des omelettes sans casser les œufs. Ouais, bon, on disait tout à l'heure, effectivement, c'est ça. Il y a trop de misère, Evelyne. Effectivement, Evelyne de Chomchua, il y a trop de misère dans notre pays. Je vous jure que il faut voir. Vivre au Cameroun, c'est un supplice quand vous avez un peu d'humanisme en vous. Si je vous dis le nombre d'argent que personnellement je dépensais par jour, parce que je ne peux pas concevoir que pendant que je suis assis à la rue de la Joie, à Douala, en train de manger une bonne carpe ou une bonne dorade bien, et que j'ai un enfant qui passe par là et qui me dit le père, je n'ai rien et tout, comment voulez-vous que je continue à avoir de la petite? Comment voulez-vous continuer à avoir de la petite dans cet environnement de violence aussi crasse? Et ça n'émeut pas les gens qui dirigent. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Regardez ce qui est à l'ordre du jour au moment où on a ces problèmes graves là. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est qu'on nous parle d'associations de football et de football au Cameroun. Qui règle le problème de qui? Non, je vous jure, on est dans quelque chose d'assez gravissime. Alors, oh là là, euh, alors je vais essayer de voir. Non, on avait un autre message. Donc, vous pouvez nous contacter hein, pour ceux qui souhaitent intervenir directement, pour qu'on ait un échange direct au 0033 6 523. Alors, il y a quelqu'un qui l'appelle, je vais voir. Allô, allô, bonjour. Je, oui, je suis en direct. Vous souhaitez participer? Oui, j'aimerais donner mon avis concernant l'actualité de notre pays là. Oui, 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 on vous écoute. Vous appelez d'où? J'appelle l'Amérique du Nord. Ah, d'accord. On vous écoute alors. Ok. Donc, je voulais simplement apporter ma contribution Mhm. sur l'actualité brûlante de notre pays en ce moment, Mhm, mhm. qui oppose la FECAFOOT au ministère, bon, je dirais clairement à l'État du Cameroun. Mhm. Donc, pour moi, c'est mon avis. Je pense que ceci est une grosse distraction parce que c'est une affaire de famille. Mhm. C'est une affaire de famille puisque nous voyons que c'est juste un enfant qui boude le papa, qui ne lui donne pas ce qu'il a besoin, en fait. Mhm. Et ce qui me dérange encore, c'est de prendre en fait le peuple qui est comme voisin Mhm. pour le prendre à témoin, Mhm. pour revenir être comme habile, faire de famille, puisque le peuple camerounais est en aucun cas concerné Mhm. par cette boude-là. Mhm. J'aimerais dire que lorsque M. Ito recevait à sa faveur ses autres instructions, Mhm. il n'y avait pas de boude. Et si aujourd'hui, Monsieur et Samuel Eto'o accusent également cette convention ou les autres institutions après avoir vraiment profité ou bénéficié largement de ces autres institutions. Nous savons très bien que même son élection au niveau de la FECAFOOT, ces autres institutions où certains membres de sa famille ont été pour quelque chose. Le conflit, l'opposant au coq sportif et à Wano Sport, nous savons également que les hautes institutions ont joué pour beaucoup. Concessao et Rigobert Son, Maniang, le capitaine Courage, les autres institutions également ont joué un rôle très important. Donc,
Aujourd'hui, nous savons que les gens aujourd'hui refusent de comprendre que en 2018, c'est lui qui a dit qu'il était ce qu'il était aujourd'hui grâce à son papa, donc le président de la République, M. Biya, que c'est lui qui aurait tout fait ou qui a fait tout pour qu'il soit là où il est, pour qu'il soit Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, nous nous rappelons que c'est ce même papa, du 10 février, qui a également pris le discours en ces termes qu'il n'était pas d'accord pour la gestion du pays, de la FECAFOOT. Oui. Que le gouvernement consentait, pour essayer de reprendre ces mots, le gouvernement consentait énorme sacrifice financier. Donc on était en plein droit de réclamer une bonne organisation et de meilleurs résultats. Et nous voyons toute la suite. Donc aujourd'hui, si les lieutenants de M. Biya, du président de la République, sont derrière Eto'o, donc ses frères d'hier ou d'aujourd'hui, et il vient maintenant se réfugier au niveau des voisins, alors que c'est un problème de famille. Non, mais le peuple n'a rien à y voir. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que c'est la coordination de l'équipe nationale qui fait problème. Puisque, quand on voit très bien le discours, qu'on l'analyse en fond, au fond, on voit clairement que Monsieur le président de la République disait clairement et prenait le peuple à témoin et ressort clairement dans son discours que le gouvernement reprend la main de l'équipe nationale. Donc, et nous voyons clairement, et les nominations qui ont suivi, on a vu clairement qu'on n'avait plus besoin de la réponse, parce que nous constatons nous seuls, nous tous, parce que j'ai entendu de là à là, de par-ci là, bon, les gens disent que non, c'était un de faux rapports qu'on a envoyé au président et tout, mais nous tous, nous sommes là, nous avons vu le désordre qui était là, lors du mondial, lors de la CAN, on ne parlait pas du joueur, il y avait toujours des tiraillements, des chamaillements par-ci par-là, et on a vu tous ces désordres, les joueurs sont bottés par-ci par-là, sans aucune raison, le staff est juste balancé comme ça, on a tous assisté à ce désordre. Donc le président, moi je trouve pas en fait je ne trouve pas ce qui n'était pas cohérent ou correct dans le discours du président. Et aujourd'hui, il y a des chiffres qui circulent que l'État a confié à la FECAFOOT plus de 33 milliards en 3 ans. Donc, le discours de M. Biya était cohérent et véridique. Donc, nous ne voyons pas la surenchère ou ce qui n'était pas véridique dans ça. Donc, moi, j'aimerais simplement dire aujourd'hui que on ne crache pas sur la main qui te donne à manger. Parce que dès que la main te donne à manger, tu craches dessus, elle te gifle. Elle te gifle. Parce que la main qui te donne à manger est tellement proche de ta bouche et de tes joues. Donc, c'est facilement de recevoir une claque. Donc, moi, je dirais clairement à notre frère, M. Samuel Eto'o, de pouvoir vraiment s'entendre avec sa famille. Bon, nous avons vu même lors du 20 mai, il était à la loge familiale. Donc, de s'entendre avec la famille et de laisser vraiment le peuple camerounais qui souffre déjà hors de cette querelle familiale. Moi, je trouve que c'est réel de ne pas mêler le peuple qui souffre déjà. Déjà, j'ai vu un compatriote qui est aujourd'hui au 7 ou au C1000, il est en train d'être cuisiné là-bas, je ne vois pas, je ne sais pas s'il lui a envoyé un pain, tout simplement parce qu'il a demandé aux 14 millions de femmes d'être jeté à la rue. Il est aujourd'hui arrêté, cuisiné au niveau des autorités. Donc, moi, je pense que il doit s'entendre avec ses membres de sa famille et puis laisser le peuple camerounais hors de ça, laisser les jeunes hors de ça, laisser vraiment, ça ne nous concerne pas. Le peuple a plus d'autres problèmes que ça, plus important. Il y a
le problème d'eau, l'électricité, travail, tout ça, c'est des problèmes plus importants. Moi, quand j'entends des gens, des followers qu'on fabrique au niveau de la Russie, au niveau de la Turquie, mais quand même, Facebook, c'est pas la réalité. Tout le monde peut avoir 15 millions de followers sur les réseaux. Bon, nous verrons, Hmm. nous verrons. Ok. Et moi, je pense que, oui, 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 allez-y, finissez, je vous laisse finir. moi, je pense que euh, cette exposition au niveau du public, des affaires de famille, je pense que le fils ne pourra pas gagner. Parce que le père ne pourra jamais perdre la face devant la famille. Mhm. Aujourd'hui, moi je pense que le, comment dirais-je, l'intérêt supérieur de l'État est prononcé. Imaginons que monsieur Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence, que démontre aujourd'hui que ces signatures sont utilisées avec beaucoup de zèle ou Mhm. avec pour régler ses comptes. Vous imaginez ce que cela peut créer dans la République? Mhm. Mhm. et, et nous savons clairement que M. Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence, a un document qui lui confère ses prérogatives. Donc, aujourd'hui, M. Samuel Eto'o vient nous dire que maintenant, ce monsieur utilise cette délégation de signature pour régler ses comptes. Vous imaginez? Donc, la commission mixte sur l'affaire de Martinez-Ogo sera remise en cause, les nominations. Vous imaginez ce que cette situation peut engendrer au Cameroun? Ben oui, parce que du coup, ce qui peut être dit, c'est que bon, Eko qui est en prison, Amougou Belinga, qui sont en prison sur la base de cette commission mixte qui est venue des hautes Exactement. instructions, Ben oui, demander à être libérés. En tout cas, on est en train de oui. s'acheminer vers ça. Euh, Mais nous, on attend, nous, le peuple, nous attendons. Si cela passe, et nous allons simplement questionner le reste. hmm. Nous allons simplement questionner le reste. Et que monsieur le président de la République qui a reçu notre mandat, nous explique, nous dise qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, je trouve que c'était ça ma contribution et Merci beaucoup. en quelque sorte mon coup de gueule. Merci. Donc, je vous remercie et bon dirait. Merci beaucoup, merci. C'est notre frère qui intervenait depuis le Canada, en Amérique du Nord. Evelyne Chomchua réagit et dit: ce monsieur décrypte bien, sans oublier l'épisode. Eto n'est pas avec le peuple meurtri. Evelyne Chomchua qui continue en disant: tu développes des sujets importants et nous ne sommes même pas 500 personnes à te suivre. La route est longue. Mais écoutez, je vais vous faire une confidence, ma chère Evelyne. Moi, à la base, pour vous dire vrai, l'idée, c'est d'avoir juste consigné sur des supports comme ceci, hein, Internet, de quoi pouvoir dire demain que, bon, voilà, pendant que ça se passait, il y a quand même des gens qui n'étaient pas d'accord. Et ces gens qui n'étaient pas d'accord, j'en faisais partie, voilà ce qu'on a dit, voilà le combat qui a été mené à notre niveau. Mais vous savez l'état dans lequel on est aujourd'hui, les gens ont des problèmes alimentaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont acheté quasiment tout ce que vous voyez sur Internet, comme un lanceur d'alerte, comme journaliste et tout. Ils ont acheté tout le monde. Et ces gens-là, ils font quoi? Ils repercutent à longueur de journée euh, des articles, des éléments de langage qui leur sont donnés par ces gens-là. Alors, Cyril, alors, Oui, allô? je vais juste, ok, je vous remercie de votre appel et merci de rester avec nous. On va continuer à prendre d'autres personnes qui nous rejoignent à l'instant. Donc, Evelyne, pour vous dire que ben, ce que vous dites est complètement fondé, c'est-à-dire que, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous pensez quoi? Qu'on va avoir des gens qui sont épris tout de suite de conscience républicaine comme vous et moi? Non, il faut du temps. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'est pas prêt. Et comme on n'est pas prêt, il faut imposer le changement aux gens. Parce que si vous voulez, même par devers eux, c'est-à-dire que même sans qu'ils se rendent compte, il faut leur imposer ce changement pour qu'ils puissent faire la différence.
que ah, ben, c'était ça notre vie merdique avant, voilà, autre chose. Mais si vous le comptez sur ces gens-là pour dire qu'ils vont faire des... Non, je pense on se trompe beaucoup. Alors, il y a Angèle Evina qui nous dit, on revient toujours sur les mêmes propos, je viens en France, et même moi qui suis pas biaïste, j'aurais prononcé ces mots à la place des Tofis. Il n'est pas bête et en face de la dictature, on sauve sa peau. Ouais, c'est pas faux ce que vous dites, Angèle. Vous imaginez quand même pas Samuel Eto'o sur le perron de l'Élysée, pardon, du Palais de l'Unité, à côté du président, en train de dire: ah non, vraiment, je suis pour que vous partiez, vous avez fait beaucoup de mal à notre pays et pas en 42 ans. Non, non, soyons logiques. Mais je veux dire que autant il aurait pu ne pas dire ça, autant peut-être qu'il aurait pu ne pas apporter de soutien, mais encore, c'est sa liberté, hein, parce que c'est un citoyen en démocratie, chacun est libre de faire ses choix. Il a le droit de choisir qui il veut comme candidat dans le cadre d'une élection. C'est pas ça le sujet. Ça ne devrait pas poser de problème. Bon, maintenant, euh, moi, ce que je veux et que je suggère, pas je veux, je n'impose pas. Conseiller n'est pas imposé. Ce que je suggère, c'est que on soit dans le décryptage de manière globale des choses qui se passent. C'est-à-dire que Monsieur Eto ou un autre, ils auront toujours leur petit coup de cœur personnel, c'est leur droit. Mais là où je rejoins le monsieur qui nous appelait du Canada, c'est que en fait, il ne faut pas qu'on se retrouve otage. Aujourd'hui, on est face à une hystérisation du débat public. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien dire sans être copieusement insulté. Les gens ne veulent même plus écouter d'arguments. Ils sont comme piqués d'irrationalité et vous posez des questions, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a Kleber qui dit: je vis en Grande-Bretagne depuis et on m'a fait payer 20 livres sterling une carte consulaire qui ne me sert à rien à l'heure qu'il est, l'inscription sur la liste électorale ici, autant que je sache, n'est toujours pas ouverte. C'est quand même extraordinaire. Avec des élections qui se profilent à l'horizon, comment ne pas y voir un effort de suppression des votes? On est tout à fait d'accord. Moi, je dis une chose. Le Cameroun nouveau, les premiers chantiers sur lesquels où il faudra s'attaquer, vous avez la question de la diplomatie camerounaise. L'école qui s'appelle l'IRIC doit être complètement réformée pour avoir une diplomatie conquérante, une diplomatie qui est au service des intérêts du Cameroun et des Camerounais. C'est un spectacle triste, aller dans une ambassade camerounaise à l'étranger, ou se retrouver en situation de sinistre à l'étranger, parce que c'est là que vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'êtes pas baqué, quoi. Vous avez pas, il n'y a pas l'ambassade. À peine vous appelez pour faire savoir que vous avez le problème, si vous parvenez à avoir quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un phénomène que je n'ai jamais compris. Essayez d'appeler une ambassade à l'étranger pour avoir quelqu'un au téléphone, mais c'est tout un problème. C'est la croix et la bannière. Quand vous parvenez même à avoir quelqu'un et que vous êtes identifié comme porteur d'un problème, mais vous n'avez plus d'interlocuteur. Donc pour moi, la réforme de l'école qui s'appelle l'IRIC, donc l'Institut des relations internationales du Cameroun, fait partie des priorités. C'est une école qui doit être fermée. On doit recréer autre chose pour former les diplomates nouveaux du Cameroun qui vont être des vrais diplomates formés à une diplomatie conquérante, économique, des gens qui connaissent le marketing. Oui, parce que notre pays, aujourd'hui, souffre d'un déficit d'image positive. Et ce déficit d'image positive-là peut être comblé déjà quand on arrive devant les représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger. La manière dont les gens sont accueillis et tous les Camerounais. Parce que parfois, vous arrivez dans ces ambassades, on vous parle d'une certaine façon et c'est parfois devant des étrangers. Donc, du coup, les gens qui sont là, ils vous regardent, ils se disent, mais c'est quoi ce pays? C'est un pays merdique et tout. Donc, il faut repenser complètement notre diplomatie aujourd'hui. Arrêter d'envoyer des cousins et des cousines euh, aller occuper des postes pour lesquels elles n'ont pas de vocation. Ce que ça donne un abaissement général. Je suis d'accord avec vous, mon cher Jehan. Alors, il y a Evelyne Chomchua qui dit: Rémi Ngono fait 4 heures de direct à la gloire de Eto, sans oublier que la raison n'est pas de son côté. Euh, euh, Armel dit: son revirement depuis le début de cette affaire est juste pathétique. Les masques vont continuer à tomber. Non, mais moi je crois que, Evelyne, Armel, je crois que c'est juste que vous ne saviez pas. Parce qu'il y a beaucoup de secrets encore dans notre pays, beaucoup de choses à savoir. Combien de Camerounais savent ce que je viens de dire tout à l'heure?
était au courant que pendant que le Premier ministre attendait, je ne suis même pas sûr que le Premier ministre lui-même soit au courant de cette affaire. En tout cas, le Premier ministre de l'époque. Que pendant qu'il attendait au stade, là-bas, pour remettre le drapeau, était assis dans le bureau, au domicile de Ngongo à Niom. Je ne vous parle pas de bureau, au domicile à Niom, parce qu'il a plusieurs domiciles. Il a la maison de Bastos, la maison de François Bastos et la maison de Niom. Et tout. Il était à Niom avec Ferdinand Ngongo. D'accord? Donc Ferdinand Ngongo cautionnait l'idée qu'il y a quand même un Premier ministre qui est quelque part, qui est en train d'entendre, il cautionne l'idée que ce dernier soit humilié. Donc aujourd'hui, le même Ngongo, il va se plaindre de quoi? Il va se plaindre d'être humilié? Mais on s'en fout, mais éperdument, qu'il soit humilié. Moi, je vous ai dit, pour moi, ces gens-là, c'est entre eux. Vraiment, s'ils peuvent se bouffer, mais c'est que c'est une prophétie. Moi, cette prophétie-là, je l'ai faite il y a plusieurs années. J'ai dit que, OK, vous avez travaillé à être trop fort, et à fragiliser au maximum les Camerounais. Dieu vous rendra fou et il y aura une implosion. C'est-à-dire que le système, vous allez vous autodétruire de l'intérieur. Ça libérera le Cameroun si on n'y parvient pas avant. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec le monsieur du Canada que voilà qu'on est face à un truc qui c'est n'importe quoi. Alors il y a Céleste MC qui dit pour vous la raison est du côté des hautes instructions en violation des lois, c'est ça. Les Camerounais sont incroyables. Mais, monsieur, nous parlons en discours. Je ne sais pas si vous êtes de, de locution française. On a été très clair ici. Ce que j'ai dit, et je vous le redis, parce qu'il faut la répétition, c'est la mère de la sagesse. Ce que j'ai dit, c'est que nous, dans le Cameroun, qu'on va mettre en place, à partir du moment où on est appelé à transférer en bout de la souveraineté d'un pays à un organisme, à une association ou tout ce que vous voulez, puisque nous avons un bout de la souveraineté du pays qui est transféré à cette organisation, il faudra que l'État soit impliqué dedans, nonobstant les règles auxquelles cette association ou cet organisme est assujetti à l'international. On a quand même des juristes, des gens qui savent faire des montages, de telle sorte qu'on puisse dire, à partir du moment où notre image est engagée, vous me parlez d'une association, quand on parle de l'image d'un pays, mais regardez ce qui s'est passé là-bas l'autre jour. Est-ce que c'était encore une affaire de football qui ne marche pas? Ce n'était plus une affaire de football qui ne marche pas. Vous savez les manques à gagner que ces choses-là génèrent. Parce que vous êtes là, vous êtes dans un vrai business avec quelqu'un et tout, et puis il vous appelle pour vous envoyer cette image-là, que ben, vois ce qui se passe dans ton pays. Il ne te dit pas, vois ce qui se passe au niveau du football, vois ce qui se passe dans ton pays. On touche à des activités qui engagent un pan de la souveraineté du Cameroun. Donc on ne peut pas les gérer avec légèreté, monsieur ou madame Céleste. On ne peut pas gérer ça avec légèreté. C'est ce qu'on dit, qu'il y a un défaut originel dans cette affaire, parce que moi, peu importe ce que va dire la FIFA, c'est de trouver un moyen d'être en conformité avec les règlements de ces organisations internationales, mais en préservant l'intérêt de nos pays. C'est très important. Donc, ce que vous appelez violation, pour moi, la loi de mon pays passe avant la loi internationale. Ça, c'est de manière très claire. En tout cas, l'intérêt de mon pays passe avant l'intérêt d'organisations internationales. C'est quoi la FIFA? Elle nourrit combien de Camerounais? Non, mais parlons peu, parlons vrai. Elle nourrit combien de Camerounais? Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on sorte du débat passionné. Franchement, comment on appelle ça, euh, j'ai un petit trou de mémoire. Et tous les phénomènes, les fanatiques et tous ne sont pas vraiment les bienvenus dans ces débats. On a besoin ici des gens qui réfléchissent avec leur tête et qui peuvent remettre les choses en question. On n'est ni pro un tel ni pro un tel autre. Nous, ici, nous sommes pro le Cameroun. Quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour notre pays pour aller de l'avant? D'accord? Et ça dépasse l'histoire des individus. Ça dépasse l'histoire d'une querelle familiale dans laquelle on n'a rien à voir, quoi. Ils gèrent ça entre eux et puis c'est leur problème. Voilà. Il y a Petit Piment de Montréal qui dit Biya a complètement détruit ce pays. Je suis d'accord. Nous y sommes. Hein. Je vous ai dit que plusieurs Camerounais viennent d'être humiliés cette semaine par la faute de qui? Pas par la faute du ministre Kombi, pas par la faute d'Eto, pas par la faute de l'entraîneur Brice, ni celle de Mambi, Kalumbuka, par la faute d'une personne, le président Biya. Ne prends pas de suffrage si tu ne peux pas gouverner. C'est quoi même cette histoire-là?
C'est-à-dire, depuis le mois d'avril, il se pose le problème d'imbroglio sur l'interprétation future. Donc, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il ne voit pas qu'il y a un imbroglio qui se pose et comment on règle ça. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, on essaie de prendre. Oui, allô? Ah, d'accord. Oui, bonsoir, on vous écoute, Armel. Alors, j'aimerais intervenir là, je vais déjà diminuer le volume. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous nous accordez d'intervenir sur ces sujets qui sont vraiment d'intérêt pour tout Camerounais. Et au point où on est rendu aujourd'hui, le pays est chaos, le pays est par terre et c'est peu dire que de dire que nous devons tout remettre à plat, tout doit être remis à plat. Et on ne peut pas verser dans la distraction, dans la diversion et tout ce qu'on nous ramène là pour qu'on oublie en fait les vrais sujets qui sont sur la table. Le pays va mal, rien ne marche, rien ne fonctionne, les gens souffrent et ces gens qui sont en train de faire leur combat de coq au sommet, en fait, ils n'en ont rien à foutre du peuple camerounais. Parce que c'est un peuple qui a été zombifié, un peuple qui est victime de la démagogie, d'une gouvernance qui ne marche pas. Des gens qui ils ne sont pas au pouvoir pour faire avancer les choses. Ils sont là pour leurs projets personnels, ils sont là pour le blanchiment d'argent, pour le financement des affaires qui les concernent. Donc, il y aura d'autres épisodes, c'est sûr et certain. Il y aura d'autres épisodes parce qu'ils vont chercher à tout prix à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, tout doit être remis à plat. On doit dissoudre toutes ces écoles-là, ces grandes écoles-là. Lyrique, l'ENAM, l'école normale, l'INJS, toutes ces grandes écoles-là, parce que c'est en fait des cavernes de voleurs. On forme là-bas des gens qui, non seulement ils sortent de là, ils entrent d'abord, pas sur la base du mérite. Oui, parce qu'avec la corruption et tout, ces trafics d'influence qui se passent dans ce pays, les gens n'entrent pas là-bas sur des bases justes, sur des bases normales. Alors, quand ils en ressortent, ils ne sont pas compétents, et puis on les poste, on les envoie n'importe où, et ça continue à contribuer au délitement du pays, qui est aujourd'hui complètement déstructuré. Voilà. Donc, je pense que le peuple est endormi, il est dans la léthargie. Il faut continuer à sensibiliser, il faut l'éveil des consciences pour que les gens se rendent compte que non seulement ça ne va pas, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce qu'il y a un grand danger là. Quand quelqu'un a écrit là en nous disant que dans The Economist, on a comparé la pauvreté au Cameroun à ce qui se passe en Afrique du Sud et qui a complètement empêché la révolution arc-en-ciel, oui, de porter ses fruits. Moi, je pense que ce qui est au Cameroun, on n'a jamais vu ça ailleurs dans le monde. On est dans une situation inédite, dans une situation d'un pays qui a tout, mais les gens ont tous les problèmes au monde. Parce qu'une clique a accaparé toutes les ressources, c'est-à-dire tous les moyens de l'État, tout l'argent public est entre leurs mains. Ils continuent leur querelle d'ego. Et puis, pour eux, c'est un jeu, en fait. C'est un jeu de ping-pong. Donc, il faut tout remettre à plat. Il faut tout remettre à plat. Sinon, on n'ira nulle part. On va tourner en rond et ça ne va nulle part. Ok. Merci beaucoup de cette contribution riche. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci. Vous restez à notre compagnon. Si vous pouvez rappeler tout à l'heure si vous voulez, hein, si vous avez d'autres idées, il n'y a pas de problème. Effectivement, vous parlez de la question agricole tout à l'heure. C'est une question qui est centrale. Vous savez, on a toujours été un formidable bassin de production, le Cameroun. Hein, vous allez dans la laitier. À laquelle les gens travaillent. Vous allez à l'ouest du Cameroun, c'est formidable ce qui se passe là-bas. Vous pouvez raccrocher, hein, vous pouvez raccrocher, Armel, si vous avez fini.
Donc, vous allez à l'ouest du Cameroun, c'est juste formidable ce qui se passe là-bas. Les gens, chacun a sa daba. Dès 5 heures du matin, vous voyez, les gens foncent dans les campagnes pour travailler, dans les champs pour travailler. Ils produisent. La problématique aujourd'hui, c'est que ces gens, malgré cette force de travail camerounaise, ils n'ont même pas eu le génie de se dire, bon, on a quand même des gens qui se retroussent les manches, c'est pas des gens qui passent des journées à danser, on va encourager ça en mettant en convergence les infrastructures qui leur permettent d'écouler l'essentiel de leur production. Déjà peut-être pour saturer le marché local et puis envisager les marchés à côté. Ça permet de créer du pouvoir d'achat quand même. Non, 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 je vous dis que ces gens-là, ils n'ont pas été programmés pour créer le développement. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Camerounais, quand il se réveille le matin, qu'il se dise, bon, on est gouverné par des gens dont la mission n'a pas été dès le départ de venir nous aider à aller de l'avant. Donc, à partir du moment où on est tous d'accord sur ces termes des références-là, qu'on a face à nous des gens qui vont pas, c'est pas avec eux qu'on ira de l'avant, eh bien, on va réfléchir à faire autre chose. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure de ces écoles, même ces écoles, elles n'ont pas été créées dans l'optique, elles ont été créées pour nous former des fonctionnaires, des administrateurs. Hein. Aujourd'hui, il faut former des managers. C'est-à-dire que quand vous sortez de l'ENAM, vous êtes quoi? Vous êtes formé à être sous-préfet ou je ne sais pas moi quoi. Ben non, vous êtes complètement en déphasage avec le monde d'aujourd'hui. Il faut former des managers, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité de pouvoir créer des solutions, de pouvoir être inventifs, parce que pour générer une certaine rentabilité, pas des gens qui consomment les budgets publics. Hein, vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, il y a qui d'autre qui dit, voilà, il y a Kléber qui dit, je suis résolu à penser que ces gens s'accrochent parce qu'ils ont trempé dans la merde. Ils sont devenus de la merde n'attire que les parasites, et nettoyer tout ça va être titanesque. The fucking my country up, sorry about the language, but they are a bunch of fuckers. Ben, je vous comprends, vous avez la même indignation que moi. Vous savez, c'est une violence pour moi de m'asseoir et de commencer à faire des communications vidéo. Ça n'a c'est jamais passé dans ma tête auparavant. Donc c'est un cri du cœur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et vous avez ces gens-là, pendant ce temps, qui ont des bons petits, hein, des petits lieutenants là, qui se moquent, qui trouvent que bon, voilà, c'est pas impactant, ils s'en foutent, mais ils n'apprennent pas de l'histoire de notre pays. Combien de secrétaires généraux nous avons vu passer à la présidence de la République du Cameroun? Vous avez connu Tutu Sédoua, l'homme qui est venu instaurer les frais universitaires dans un pays pauvre, sortant des chemins du supérieur de nombreuses familles et peut-être des futurs Einstein camerounais, en mettant la barrière de l'argent. Si vous n'avez pas 50 000, vous ne pouvez pas avoir accès à l'université. Donc les parents qui n'ont pas l'argent, ils ont fait quoi? Ils avaient peut-être des enfants qui étaient brillants. Ces derniers ont été écartés. Ils se sont retrouvés sur le bord du chemin. Donc peut-être voilà une part de la solution qu'on a mis de côté. Donc Tutu Sédoua, il a été secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Quels sont ses faits d'armes? Bon, un gros détournement sur l'histoire de l'OUA pendant l'OUA. Et puis, je peux vous en citer beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il s'est retrouvé ensuite en prison avec Michel Thierry à Tangana, donc son bras droit, hein, lieutenant à l'époque, et tout son lieutenant à l'époque. Il y a eu Ibn Arafat, il y a eu les Mebara, il y a eu, mais on en a vu d'autres. C'est pas nouveau ce qui se passe là. Et ça finit toujours comment? Ça finit toujours par la trahison. Quand vous allez, moi je suis allé à la prison de Konengi, je ne sais pas combien d'entre vous qui êtes là en direct avaient déjà visité cet endroit. Moi j'y allais quasiment tous les jours pendant une période de 5 mois. J'y étais quasiment tous les jours. Donc j'ai vu une autre facette de la vie là-bas, chez nous, qui m'a fait m'interroger. Donc il n'y a pas de situation permanente. Chaque situation a toujours une possibilité de fragilité à tout moment. Donc même ces gens-là, quand ils font tout ce qu'ils font, est-ce qu'ils pensent au moment où ils ne seront plus là? Et peut-être que le moment où ils ne seront plus là ne va pas coïncider avec leur fin de vie.
Peut-être qu'ils auront encore 30, 40 ans à vivre devant eux, mais après avoir été méchants, après avoir été mesquins, après avoir été inhumains, à mater des gens, à faire du mal, vous voyez, de tous ces gens qui, revenons sur la question FECAFOOT, ministère, de tous ces gens qui s'agitent là aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seul de tous ces gens-là qui a rendu, ne serait-ce que présenté, ne serait-ce que ses condoléances à la famille de Martinez Zogo? Un seul de tous ces gens-là qui s'est indigné de l'assassinat, du crime crapuleux perpétré sur un fils du Cameroun. Est-ce que vous avez entendu une seule de ces personnes? Citez-moi cette personne-là, que je veux voir une déclaration de cette personne quand Martinez est mort, qui disait que non, vraiment, c'est pas bien. C'était aucune de ces personnes. Donc vous comprenez très bien que leur souci, là, leur problème, là, ça n'a rien à voir avec les histoires du peuple camerounais qui est dans une vraie souffrance aujourd'hui et qui ne mérite plus qu'on continue à le distraire. Parce que c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Hein. On distrait les Camerounais, on profite du fait que beaucoup de nos frères sont naïfs, ils ne savent pas exactement ce qui se passe, et donc on les manipule à volonté, et voilà, c'est dommage. Donc, allez, on a déjà parlé assez quand même. Hein. Si on n'a pas d'autres contributions, je crois qu'on va devoir arrêter là pour aujourd'hui.